Bienvenue Stop Invest, la chaîne des top d'investissement. Ici, on parle essentiellement d'entreprises de qualité. Pourquoi je pense que General Dynamics ne représente pas une opportunité d'investissement en date d'aujourd'hui? C'est la question à laquelle je vais vous répondre dans cette vidéo-ci. Donc, en date d'aujourd'hui, je pense que cette compagnie vaut aux alentours de 155 dollars. Comment est-ce que je suis arrivé là? C'est ce qu'on va faire. Donc, je rappelle que ceci représente uniquement mon point de vue et non un conseil d'investissement et que sur cette chaîne, on présente uniquement des entreprises qualitatives. Donc, la première chose que je vais regarder ici en suivant toujours notre plan qui est toujours de regarder ici le revenu, la croissance du revenu, la dette nette, la dette nette, le nombre d'actions et la qualité de dividende si dividende il y a. Donc la première chose qu'on va regarder ici, c'est le revenu. Est-ce que nous avons ici un revenu stable et croissant? Et je rappelle ici que c'est un dividende aristocrate. D'accord, donc on continue la série ici. Donc nous avons une entreprise ici qui a des revenus à peu près croissants. Ok, donc on observe ici que sur les 20 dernières années, nous avons une croissance des revenus. Mais ici, je peux déjà voir que c'est une entreprise qui a fait des acquisitions entre temps. Donc je vous ai toujours dit, c'est bien de voir qu'une entreprise est croissante, mais il faut également regarder est-ce que l'entreprise en question, la croissance est due à quoi? Acquisition de manière organique. C'est important de savoir. Donc c'est également une entreprise qui est très liée ici à la dépense publique, donc notamment au niveau de l'armement, au niveau du secteur de la défense aux États-Unis. Donc, ici, elle fabrique les fameux Gulfstream, donc les avions privés qui sont dans le même créneau ici, enfin dans le même segment ici que les avions d'assaut, donc les fameux Falcon, je ne sais pas si je ne me trompe pas. Donc ici, nous avons une entreprise qui a fait une acquisition aux alentours de 2018 par là, c'est la raison pour laquelle nous avons un revenu ici. Donc nous voyons que les revenus sont assez stables sur le temps. Donc ce qui m'intéresse ici, c'est de voir à peu près les analystes s'attendent à quel niveau de revenu l'année prochaine dans un environnement normal, même si c'est une entreprise ici défensive, enfin dans le secteur de la défense. Attention, c'est pas parce qu'elle est dans le secteur de la défense que c'est une entreprise défensive. Faites attention. Donc ici, nous voyons que c'est une entreprise ici, voilà, on attend à peu près 40,99 milliards pour l'année prochaine. OK? Donc, je vais l'arrondir ici, voilà, à 10 millions près. On va le mettre 41 millions ici. De toutes les façons, on enlève la dette, donc ça va. Donc, 41 milliards ici, OK? 41 milliards. Croissance des revenus ici, je mets 0, il y en a, d'accord, mais voilà, on va juste mettre pas d'informations ici. Donc en termes de free cash flow ici, qu'est-ce qu'on observe? Je vais déjà regarder les free cash flow et net income s'ils parlent le même langage. J'aimerais avoir des free cash flow et net income qui vont dans le même sens. Donc quand je les prends sur le même tableau ici, qu'est-ce que je peux voir? Je les mets là. Donc je constate ici que les net income et les free cash flow ont tendance à aller dans le même sens. Ok, même si parfois il y a des variations où le free cash flow est parfois plus élevé que le net income, ça ne me dérange pas. Parfois le contraire également existe. Comme je vous l'ai dit, qu'importe la situation, au mieux, net income et free cash flow doivent aller dans le même sens. Ok, si on a net income, free cash flow allant dans des sens différents, il faut toujours savoir pourquoi. D'accord? Peut-être qu'ici on a plus déprécié, donc c'est-à-dire on a eu plus de free cash flow que de net income. Donc il faut faire attention ici. Est-ce que c'est durable? C'est la question qu'on se pose. Donc moi ici, je vais prendre les net income, ok, au moins pour me protéger. Donc je prends ici net income margin. En termes de net income margin, qu'est-ce qu'on observe? Est-ce que nous avons des marges de net income qui sont stables dans le temps? Donc, j'aime voir les entreprises qui ont des marges stables dans le temps. Ça nous permet ici de faire des prévisions à peu près, voilà, plus ou moins certaines, d'accord? Plus les bénéfices nets ont l'air stables en termes de marge, plus on aura tendance ici à se rapprocher de la valeur sans faire avec le moins d'erreurs possible, ok? Donc, quand on a des bénéfices, quand on a des marges qui sont en zigzag, c'est un peu plus compliqué. Donc, ici, vous constatez une chose. Nous avons des marges ici aux alentours de 8% sur les 20 dernières années. Vous voyez que c'est toute une ligne droite, d'accord? C'est vraiment, voilà, on peut voir une certaine rigueur au niveau de la gestion de cette entreprise-ci. Donc, vous voyez que les marges nettes sont toujours stables. En tout cas, sur les 20 dernières années ici, nous avons des marges à 8%. Sur les 10 dernières années, nous avons des marges ici à 8,61%, d'accord, en termes de médiane. Et sur les 5 dernières années, nous sommes à peu près à 8,64%. Donc, qu'est-ce que je vais prendre ici? Je prends les 10 dernières années, je mettrai aux alentours de 8,61%. Ok, on va faire ça. Même si on a 8,64 ici, c'est une bonne chose. Si on a plus que ça, mais je prends le 8,61. Ok, donc après ça, qu'est-ce qu'on va regarder ici? On va regarder le nombre d'actions. Donc le nombre d'actions ici, nous avons une entreprise. Est-ce qu'elle rachète ses actions ou pas? Donc ici, nous avons une entreprise qui rachète massivement ses actions. On aime ça. D'accord? Donc 277, on a à peu près 200. Je vais mettre ici au dernier trimestre. Attention. Voilà. On a à peu près 276,38. Donc, je vais l'arrondir ici pour faire simple, 277 ici. De toutes les façons, elle rachète ses actions. Donc, on met ici 277. OK, pour faire simple. OK. Maintenant, en termes de PER, on a tendance à avoir des PER de combien? Enfin, il faut que je mette une parenthèse. Parfois, il y a des entreprises qui devraient racheter des actions parce qu'elles ont l'habitude de s'échanger ici à des PER à un niveau très très bas ici. Donc, je pense que c'est le cas de cette compagnie-ci parce que quand j'ai regardé les PER de cette compagnie-ci, donc les price to earning, je rappelle que le price to earning, c'est un rendement. On ne le regarde pas juste en termes, oui, c'est le PER. Non, on regarde le rendement. Un PER de 10, c'est un rendement de 10%. Un PER de 5, c'est un rendement de... Excusez-moi. Un PER de 10, c'est un rendement de 10%. Un PER de 20, c'est un rendement de 5%. Parce qu'un PER de 5, c'est un rendement de 20%.
comprenez? PER de 20 égale rendement de 5%. PER de 5 égale rendement de 20%. Attention, ok? Alors, on continue ici. En termes de la médiane ici des PER ici aux alentours de 15 fois les bénéfices. Donc sur les 20 dernières années, c'est 15 fois les bénéfices. Le marché paye 15 fois les bénéfices pour cette compagnie-ci. Qui sommes-nous pour payer plus que ça? D'accord? Donc ça veut dire que le marché a l'habitude ici de payer 15 fois les bénéfices pour cette compagnie-ci. Donc le marché généralement demande 6,66% de rendement. Pourquoi? Parce que cette compagnie-ci est très liée à la dépense publique américaine et c'est une dépense qui peut parfois fluctuer. Vous pouvez regarder ici, vous vous rendez compte que entre 2008 ici et 2012, elle s'est vendue peut-être aux alentours de 8 fois les bénéfices ici, donc c'est une occasion d'achat ici. Mais attention, peut-être qu'à cette période, s'il y avait des contrats qui arrivaient à expiration, vu qu'on n'avait pas signé de nouveaux contrats, etc., donc il n'y avait pas de visibilité au niveau des revenus à long terme de cette compagnie ici. Donc faites attention ici, parfois il y a des programmes de dépenses ici qui vont suivre une dizaine d'années, et quand la fin du programme de dépenses approche ici, cette entreprise a l'habitude l'entreprise pourrait avoir des PER moins élevés, même si elle continue à avoir un niveau de rentabilité assez élevé. C'est juste parce que les investisseurs s'inquiètent pour l'après. Après la fin des contrats, qu'est-ce qui va se passer au niveau de l'entreprise? Donc, il faut généralement regarder le book to bill ici et regarder les conditions. OK? So, 15 fois les bénéfices. D'accord? C'est ce qu'on prend ici en date d'aujourd'hui. Donc, on prend 15 fois les bénéfices. Il nous reste quoi? Il nous reste la dette nette ici. Nous avons une dette nette de combien ici? Alors, la dette nette ici, donc dette nette, on fait dette, ok. Donc, dette nette ici est de combien sur le dernier trimestre? Nous avons une dette nette aux alentours de 10,63, donc 10 milliards 630 millions. Donc, on met ici 10,63. Parfait. Donc, nous avons tous les éléments nécessaires pour essayer de faire l'évaluation de cette compagnie-ci. Comme je vous l'ai dit ici, je prends 41 milliards, d'accord, multiplié par 0,861, donc 8,61%, d'accord, ça donne ici 3 milliards 530, ok, donc je le mets ici directement. 15 fois les bénéfices, 17 fois les bénéfices, 20 fois les bénéfices, c'est ce que j'ai pris, alors qu'avec une préférence de à 15 fois les bénéfices ici, d'accord. Pourquoi est-ce que j'ai pris 17 et 20 fois? C'est parce que de temps en temps, le marché va payer un peu plus que ça, mais je n'ai pas envie de me situer plus haut que ça, donc généralement, je peux également prendre ça. Je vais mettre ici, disons, la médiane ici, déviation standard niveau 1 ici, donc le marché paye 17 fois, et déviation standard niveau 2, le marché paye jusqu'à 20 fois. Donc, j'ai 15, 17, 20. D'accord? C'est exactement ce que j'ai marqué ici. OK? So, à 15 fois les bénéfices, multiplié par 3 milliards 530 moins la dette nette. Donc, la dette nette ici, plus ou moins, on a à peu près le bon chiffre. D'accord? Divisé par le nombre d'actions. Le nombre d'actions ici, on a combien? On a 214 millions d'actions, alors qu'on a marqué combien ici? 277. Ça ne va pas changer grand-chose non plus. Donc, ça fait ici aux alentours de 154 $ l'action. À 17 fois les bénéfices, 180 $ l'action. Et à 20 fois les bénéfices, 218 $ l'action. Donc, conclusion, cette compagnie ici, au prix actuel, qui est de 248 $ est voilà, légèrement surévalué, donc ne représente pas une opportunité d'investissement. Mais attention, dites-vous une chose, maintenant on va parler du dividende. Nous avons une entreprise ici qui a la capacité de reverser 3 milliards 530 millions par an en termes de dividendes par rapport au... enfin, toutes choses étant égales par ailleurs, donc revenu constant, marge constante, attention. Donc, si on a à peu près 68 milliards ici en termes de capitalisation boursière, donc je divise ici par 68 milliards, ça nous donne ici au total 5,2%. C'est-à-dire que si on vous distribue la totalité des free cash flow moyens ici, vous aurez aux alentours de 5,2% de rendement. En date d'aujourd'hui, on paye 2% de rendement. C'est-à-dire que pour le dividende ici, il est safe. Il y a de fortes chances qu'il continue à croître. Et comme je vous l'ai dit, c'est un dividende aristocrate. Donc, tout ce que le dividende aristocrate veut dire pour moi, ça veut juste dire que l'entreprise ici est qualitative. Il y a de fortes chances qu'elle soit qualitative parce que verser un dividende stable, croissant sur une longue période de temps, il y a de grandes chances que vous ayez un avantage concurrentiel. Donc, pour ceux qui recherchent vraiment les entreprises qualitatives, vous pouvez déjà commencer à ce niveau-là avec cette liste d'entreprises-là que vous pouvez retrouver ici sur l'ETF ProShare NOBL, d'accord, donc le Noble. Donc, vous pouvez retrouver cette liste d'entreprises-là. On a déjà terminé on a déjà fait toute la liste, enfin presque toute la liste ici. Il nous manque quelques entreprises ici. Je pense qu'au mois de janvier, on va liquider toute cette liste-là. Donc, ce qui veut dire que sur cette chaîne, vous allez pouvoir trouver toutes les dividendes aristocrates ont été analysés au moins une fois. D'accord? Ça ne veut pas dire qu'on a précisément raison, mais on essaie d'en voir le moins tort possible. Et évidemment, ici, sur ces entreprises, on pourrait également faire des notes d'analyse dépendamment ici de la période.
Voilà, ça c'est généralement pour ceux qui, je réserve généralement les notes d'analyse pour ceux qui sont sur la newsletter privée, enfin premium ici, mais pour le moment vous pouvez encore avoir accès aux notes d'analyse. Normalement dans quelques jours vous allez recevoir celle de Rio Tinto, sinon c'est déjà, ça a déjà été reçu à l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo aussi. Donc nous avons ici, voilà, il nous manque quelques entreprises ici à analyser et on aura terminé, ok. So en date d'aujourd'hui, l'entreprise ici a un dividende qui est safe, mais je vous ai toujours dit une chose, on distribue un dividende, on rachète des actions, c'est-à-dire que c'est le shareholder yield qu'on doit regarder. De toutes les façons, il ne va pas aller au-delà de 5%. Donc ici, oh, il va même au-delà de 5%. J'ai parlé trop vite. Donc, c'est-à-dire qu'on a racheté pour plus qu'on a ramené en termes de cash. Donc, c'est-à-dire qu'elle a dû racheter ici des actions en prenant en considération le cash qu'elle avait peut-être en banque ici aujourd'hui. Attention, ok? Donc, on a racheté ici pour près de 7% au total. Enfin, quand on prend le dividende de 2%, plus le rachat d'actions qui doit être aux alentours de 7% ici, c'est pour ça qu'on arrive aussi, enfin, le rachat d'actions aux alentours de 5%, c'est pour ça que les deux combinés, ça donne aux alentours de 7% ici, d'accord? Alors qu'en termes de free cash flow, on a rapporté à peu près du 5,2%, ok? Donc, ça veut dire qu'il y a un 2% supplémentaire qui représente ici, je pense, aux alentours par rapport ça représente ici aux alentours de 1,2 milliard peut-être en cash qu'on a pris pour payer pour acheter les actions ici. Je pense à 15 fois les bénéfices, à 15 fois les bénéfices ici, l'entreprise devrait racheter ses actions. C'est tout à fait normal. Donc, quand on regarde ici à peu près le cash qu'on a présentement, juste pour essayer de regarder, cash, cash from financing, cash investing, total cash and short-term investment. Donc, je mets ça sur le dernier trimestre ici. Ouais, on a quelque chose ici. Ouais, exactement. Donc, vous voyez qu'on avait assez de cash. On avait près de 5 milliards de cash ici. Et là, on se retrouve à peu près à 2 milliards. Donc, on a racheté des actions ici avec le cash qu'on avait en banque. Ce n'est pas plus mal que ça. OK? So, comme je l'ai dit ici, ceci représente uniquement mon point de vue et non un conseil d'investissement. Comme d'habitude, je me réserve le droit de me tromper. D'accord? En date d'aujourd'hui, General Dynamics, on dira que ce n'est pas une opportunité d'investissement en date d'aujourd'hui. Idéalement, à partir de, voilà, à partir ici, disons de, voilà, le prix de 155 dollars l'action, on pourrait commencer à regarder l'entreprise ici aujourd'hui. Je dis bien commencer à regarder, d'accord? Parce que je pense à 155 dollars l'action, si on arrive à la voir à ce niveau-là, si on ferait 155, multiplié ici par 274, ça fait 47. Donc si on fait ici 3,5 divisé ici par 42 combien? 42, 45, donc exactement, donc 42, 47 ici, ça donne ici un rendement aux alentours de 8%. Donc à partir de 154 dollars, 155 dollars, on pourrait commencer à regarder l'entreprise, ok? Donc voilà, ceci n'est que mon point de vue et non un conseil d'investissement. Comme d'habitude, je me réserve le droit de me tromper et on se donne rendez-vous sur la prochaine vidéo. Merci.